Bonjour, bienvenue au Labo Web 2 qui porte essentiellement sur les cours 2 et 3, notamment sur l'analyse tabulaire multivariée et l'analyse de variance factorielle. Dans un premier temps, nous verrons comment présenter et procéder à l'analyse des tableaux multivariés en commençant par configurer, normaliser les sorties SPSS de telle sorte qu'elles correspondent aux normes APA, aux normes de publication par exemple. Ensuite, comment analyser un tableau bivarié dans le cas d'une relation entre deux variables qualitatives et approfondir une telle relation à l'aide du test du Q-carré et en utilisant les mesures d'association. Inclure une variable contrôle qualitative dans un tableau bivarié de façon à procéder à l'analyse des tableaux multivariés. Dans un deuxième temps, nous verrons comment procéder au test de comparaison de moyenne de groupe, en commençant par évaluer la normalité d'une variable quantitative, en particulier contenue, de façon à procéder au test T, lorsqu'il s'agit de comparer deux groupes indépendants, ou au test ANOVA pour trois groupes ou plus, étant entendu bien sûr que nous verrons comment procéder au test post-hoc lorsqu'il s'agit de procéder à des comparaisons multiples. Lorsqu'on inclut dans une relation entre une variable indépendante qualitative et une variable dépendante quantitative, une variable contrôle qualitative, on procède à l'ANOVA factorielle, qui permet entre autres de tester un effet d'interaction entre plusieurs groupes. Mais aussi, lorsqu'on inclut une variable contrôle quantitative dans un tel modèle, on procède à l'analyse de covariance, appelée précisément ANCOVA. Finalement, nous verrons comment comparer des moyennes pour des mesures répétées, en particulier lorsqu'on répète des mesures à plusieurs reprises sur un même phénomène. L'idée étant de procéder au test pairé lorsqu'il s'agit de comparer deux temps de mesure ou au test ANOVA à mesure répétée pour trois temps ou plus, étant entendu que nous verrons comment procéder à l'ANOVA mixte, une sorte d'ANOVA à mesure répétée mais qui inclut au moins une variable contrôle. Alors, pour ce faire, pour procéder à de telles analyses, nous allons utiliser la base de données, celle de l'enquête auprès des enfants âgés de 6 à 11 ans. Donc, il s'agit d'enfants québécois. Alors, on va s'intéresser essentiellement à un sous-échantillon aléatoire constitué de 200 enfants, 200 cas. Alors, on va y aller, on va ouvrir ensemble la base de données, sauf que pour aujourd'hui, on va changer la procédure d'accès à la base de données parce que nous voudrons effectivement faire des modifications par rapport au modèle de sortie SPSS. Et pour ce faire, nous voudrions avoir les droits d'accès à ces pour pouvoir faire ces modifications. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur le menu démarrer, tous les programmes. Alors je vais identifier le logiciel SPSS. Alors je l'ai ici dans IBM SPSS. Alors sur mon poste, c'est la version 23 de SPSS qui est installée. Alors je mets clic droit. Ensuite, je clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Donc l'idée effectivement c'est d'avoir des droits de façon à pouvoir faire des modifications dans le logiciel SPSS. Donc je clique sur exécuter en tant qu'administrateur. On patiente un petit peu. Alors je peux fermer cette fenêtre contextuelle et ouvrir la base de données. Alors on va y aller, je vais ouvrir la base de données. Alors elle se trouve dans le dossier Labo Web 2 sur le bureau. Alors je vais cliquer deux fois pour ouvrir la base de données. Et bien voilà. Donc voilà un peu comment se présente la base de données. Elle est constituée de 9 variables. En particulier si on clique sur le menu utilitaire, variables, on peut voir la façon dont effectivement ces variables sont codées. En particulier, on va s'intéresser à 3 variables qualitatives, délinquance, sexe et famille. Alors on va fermer. Alors aujourd'hui, on va commencer par utiliser les fichiers de syntaxe. Donc on va essentiellement travailler avec ces fichiers de syntaxe. Bien sûr, nous utiliserons très fréquemment les menus. Alors, pour créer un fichier de syntaxe, il faut cliquer sur le menu fichier. Donc on va cliquer sur le menu fichier, nouveau et syntaxe. Alors on va
Voilà, c'est le fichier syntaxe à gauche. Et peut-être commencer par l'intitulé du genre analyse tabulaire multivariée et analyse de variance factorielle. Un peu de mise en forme ne nuirait pas, certainement. Alors, parfait. Alors, on va s'intéresser à trois variables: délinquance, sexe et famille. Alors, comme ce sont des variables qualitatives, on va chercher à sortir leur fréquence. Alors, on va intituler distribution de fréquence et de pourcentage. Alors, frequencies, délinquance, sexe et famille. Alors, on va sélectionner la syntaxe et cliquer sur le triangle vert de façon à obtenir les tableaux de fréquence et de pourcentage que vous avez à l'écran. En particulier, 26,5% des enfants présentent un comportement délinquant, étant entendu qu'au total, nous avons 51% de filles, alors que 52,5% des enfants appartiennent à une famille soit monoparentale ou recomposée. Donc voilà un peu, assez rapidement, comment sortir les fréquences et les pourcentages. Alors, regardez la façon dont les tableaux sont configurés. Donc, ils sont configurés d'une façon particulière, de telle sorte qu'on est obligé de les reconfigurer si on veut partager l'information dans un cadre académique. Par exemple, si on veut publier en particulier. Donc, les tableaux ne sont pas présentables. Donc, il est possible de configurer ces tableaux de telle sorte qu'ils correspondent aux normes APA. Alors, pour ce faire, donc, je me place sur un tableau en particulier, je mets clic droit, modifier le contenu dans le visualiseur, de façon à voir apparaître une bande en surbrillance noire. Donc je me place sur cette bande, clic droit, et je clique sur modèle de tableau. Donc l'idée étant effectivement de créer un modèle de tableau, à partir duquel toutes les sorties SPSS vont se conformer. Alors on va cliquer sur modèle de tableau, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Donc on voit bien que par défaut, SPSS nous présente cette configuration de sortie. Alors on va chercher à changer ce modèle. Déjà on a un modèle qui s'intitule académique, donc qui est légèrement meilleur, donc qui respecte plus ou moins les normes APA, mais on va s'intéresser surtout à ce modèle, compact académique, et on va chercher à le configurer. Donc selon nos normes. Alors je vais cliquer sur compact académique. Ensuite, sur modifier modèle. Donc pour modifier le modèle, on va y aller. Alors on va apparaître cette fenêtre contextuelle qui nous présente en quelque sorte le modèle. Alors je vais cliquer sur format de cellule pour configurer ce modèle. En particulier, on voit bien qu'on utilise la police 7. Le type de caractère, c'est plutôt sans sérif. Alors je vais changer tout cela en commençant par le titre du tableau. Alors je vais mettre du Times et changer la police. 12. Gras, c'est parfait pour le titre. Les couches, je vais mettre 12 comme police et Times. Je fais de même, libellé de coin, 12 police et Times. Je continue, ligne, 12 Times. Libellé de colonne, 12
et times. Données, 12 comme police. Et times. Pour la légende, je peux laisser ça à 10 pour la police. Times. Notre bas de page, 10 ferait l'affaire. Time. Alors on voit bien effectivement qu'on peut configurer le tableau à notre guise. Hein. Alors j'ai opté pour le style New Time et la police 12 pour ce qui est des données à l'intérieur du tableau. Alors, je vois qu'à l'intérieur du tableau, les données sont présentées sous forme de gras. Alors, j'aimerais bien enlever le gras. Alors, pour ce faire, au niveau de données, je vais enlever le gras. Alors, ça a l'air parfait. Une dernière chose, on va cliquer sur bordure de façon à configurer les bordures du graphique. Alors, si on veut, on peut changer la configuration des lignes. Alors, par exemple, je peux cliquer 2 fois là-dessus. Alors, et enlever, par exemple, la ligne. Comme je peux remettre la ligne, donc en cliquant 2 fois, je remets la ligne. Donc, je peux changer les lignes selon effectivement mes objectifs. Et de mon point de vue, le tableau est pas mal présentable et répond plus ou moins aux normes APA. Alors, je vais cliquer sur OK. Ensuite, il reste à enregistrer le modèle. Pour ce faire, on va cliquer sur Enregistrer sous. Alors, l'ordinateur que j'ai, c'est l'ordinateur de l'université. Alors, il a une configuration un peu particulière, mais si vous avez un ordinateur, je veux dire normal, l'idée c'est d'enregistrer le modèle dans le dossier où le logiciel est installé, le logiciel SPSS. Donc, on va commencer par intituler le tableau, par exemple tableau APA. APA tableau. Alors, en principe, on doit installer ce nouveau modèle dans le dossier look. Alors, vous avez ici look, c'est-à-dire un dossier qui se trouve dans le logiciel SPSS à partir du lecteur C. Alors, comme l'ordinateur que j'utilise, il est particulièrement protégé, donc je n'ai pas le droit de faire des modifications en particulier, alors je vais utiliser un autre chemin d'accès pour pouvoir enregistrer mon modèle. Et donc, vous avez le choix entre utiliser ce chemin d'accès, donc directement à partir du lecteur C, et donc dans SPSS, précisément dans le dossier look. Alors moi, je vais plutôt enregistrer à partir de mon serveur, tout 2302, donc c'est mes coordonnées. Je vais cliquer sur Document. Ensuite, j'ai IBM à l'intérieur de ce dossier, j'ai SPSS. Alors je vais chercher la version qui m'intéresse, c'est la version 23 que j'utilise. Et je vais enregistrer le modèle de tableau que je vais configurer dans ce dossier. J'enregistre. Je clique sur OK. Et donc, on voit qu'automatiquement, le logiciel s'exécute et change la configuration de la sortie. Mais une façon effectivement de configurer le logiciel de telle sorte que pour toutes les sorties, c'est ce modèle qui va être considéré, eh bien, c'est de repartir, d'aller au niveau des options pour effectivement le signifier au logiciel. Alors, on va y aller. Je vais cliquer sur le menu Édition. Ensuite, Options. Tableau croisé dynamique. Et là, on voit apparaître la liste de tous les modèles de sortie. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas mon modèle. Pourquoi? Parce que mon modèle a été enregistré dans un dossier à part. En tout cas, pas dans le système Windows. Autrement dit, pas dans le dossier C. Alors, je vais devoir aller chercher ce modèle en cliquant sur Parcourir. Donc, en ce qui vous concerne, si vous n'avez pas vu le modèle, c'est qu'effectivement, vous l'avez enregistré dans un autre dossier. Il va falloir aller le chercher. Moi, je vais aller chercher mon modèle en cliquant sur Parcourir.
Donc on va y aller. Donc je clique sur parcourir. Alors, j'étais censé l'avoir dans ce dossier Lux, mais comme je n'ai pas le droit de changer les droits d'accès, ce qui est de l'ordinateur, des droits d'administrateur, donc je vais aller plutôt dans mon dossier. Donc je vais chercher mon dossier, donc user, ensuite tout 2302, mes documents, IBM, SPSS, version 23, et je retrouve le modèle de tableau que je venais d'enregistrer. Donc j'ai juste à l'ouvrir et je vois apparaître ce modèle, tableau APA. Donc je clique là-dessus. Ensuite, réduire la largeur pour l'ajuster. Donc le logiciel va ajuster l'estimation. Et je clique sur appliquer. Ensuite, OK. Alors, je retourne au niveau du fichier de syntaxe. Je roule à nouveau la syntaxe. Tous les tableaux prennent la configuration que je viens de définir. Alors, les résultats sont beaucoup plus lisibles et peut-être beaucoup plus faciles à interpréter et surtout à partager. Donc, c'est beaucoup plus joli la présentation. Et voilà assez rapidement comment configurer les sorties SPSS de telle sorte qu'elles respectent, qu'elles correspondent aux normes de publication. Alors, on va entamer des analyses et s'intéresser en particulier à la relation entre le sexe et la délinquance. Donc, il s'agit de deux variables qualitatives. Alors, une façon effectivement d'analyser la relation, c'est de procéder à l'analyse de tableaux bivariés. Alors, on va y aller. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur le menu Analyse. Ensuite, Statistiques descriptives et Tableau croisé. Donc, je veux sortir le tableau croisé de la relation entre le sexe et la délinquance. Alors, je vais cliquer là-dessus pour voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Alors, on va placer la variable sexe sous colonne et la variable délinquance sous ligne. Donc, la variable dépendante sous ligne, la variable indépendante sous colonne. Étant entendu qu'on suppose qu'il y a une relation entre le sexe et la délinquance. Alors, on peut supposer effectivement que les gars vont plus présenter des comportements délinquants que les filles, pour des raisons liées en particulier à la socialisation. Alors, on va signifier au logiciel qu'on veut calculer les pourcentages à l'intérieur des catégories de la variable indépendante. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur Cellule et sous pourcentage, colonne. Donc, colonne, c'est une façon effectivement de signifier au logiciel que nous voulons calculer les pourcentages à l'intérieur des catégories de sexe. Donc, c'est une norme fondamentale lorsqu'on travaille avec l'analyse des tableaux bivariés. Donc, une règle fondamentale, c'est de toujours calculer les pourcentages à l'intérieur des catégories de la variable indépendante. Alors, on clique donc sur colonne. Ensuite, on va poursuivre. Et peut-être au niveau du formant, donc on va cliquer sur formant, présenter les catégories de la variable dépendante de délinquance de façon décroissante, de telle sorte effectivement que l'interprétation du tableau en soit facilitée. Donc je vais présenter les catégories de la variable dépendante en ordre décroissant. Pour ce faire, je clique sur décroissant. Étant entendu que pour les catégories de la VI, le problème ne se pose pas. C'est toujours présenté de façon croissante. Poursuivre. Et voilà, j'ai tout pour exécuter l'instruction sur la relation entre le sexe et la délinquance. Peut-être générer la syntaxe, donc en cliquant sur coller. Donc je vais générer la syntaxe. Alors, je vais effacer cette ligne contextuelle. Alors, analyse tabulaire de la relation, par exemple, entre le sexe et la délinquance. Alors, on peut maintenant exécuter la syntaxe en sélectionnant et en cliquant sur le triangle vert.
si on retourne à la page des résultats, effectivement, on voit apparaître un joli tableau. Celui de la relation entre le sexe et la délinquance. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on observe si on compare les gars et les filles? Justement, lorsqu'on procède à l'analyse tabullaire bivariée, une règle fondamentale, c'est de comparer les pourcentages entre les catégories de la variable indépendante, eu égard à une catégorie de la variable dépendante. Et donc, on va comparer gars et filles, et en s'intéressant en particulier à la présence de comportements délinquants. Donc, on constate effectivement que 35% des gars présentent un comportement délinquant comparativement à 19% des filles. La différence en point de pourcentage étant d'environ 16, eh bien, on peut conclure qu'il existe une relation, si faible soit-elle. Donc, d'après la règle d'Imbo que nous avions vue précédemment, une différence en point de pourcentage de 16 signifie une relation faible, hein, peut-être faible à modérée, mais vraiment une relation faible entre le sexe et la délinquance. Alors, si on observe au bas, si on regarde au bas du tableau, on voit apparaître 100%. Donc, c'est le signe effectivement que les pourcentages ont été calculés à l'intérieur des catégories de la variable indépendante. C'est ce qu'on veut, parce qu'on s'intéresse à l'effet du sexe sur le comportement délinquant. Alors, c'est comme si la variable indépendante sexe définissait deux groupes, et donc deux sous-échantillons à l'intérieur duquel on doit calculer effectivement les pourcentages. Et donc, de manière générale, on constate qu'il y a une relation entre le sexe et la délinquance, même si la relation apparaît faible. Toutefois, l'analyse tabulaire bivariée est limitée par le fait qu'elle repose essentiellement sur la comparaison de deux pourcentages, 19% et 35%. Si le tableau bivarié avait été un tableau de 3 par 3, eh bien, nous serions obligés dans tous les cas de comparer seulement deux pourcentages. Eh bien, on laisserait en rade beaucoup d'informations. Et donc, une façon effectivement de tenir compte de toute l'information contenue dans un tableau bivarié, eh bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le qui carré. Donc, le qui carré va exploiter toute l'information contenue dans un tableau bivarié en intégrant toutes les différences en points de pourcentage dans son calcul. Il y a un autre problème qui est lié à l'analyse tabulaire bivariée, c'est qu'effectivement, la relation repose essentiellement sur 200 cas. Donc, il s'agit effectivement de données d'échantillons. Donc, il faut nous assurer que la relation entre le sexe et la délinquance existe également au niveau de toute la population dont est issu l'échantillon. Car le hasard de l'échantillonnage peut faire de telle sorte qu'on tombe sur cet échantillon de 200 cas qui nous révèle l'existence d'une relation entre le sexe et la délinquance, alors que dans la population elle-même, il n'y a pas de relation. Donc, il faut nous assurer que la relation qui est présente dans les données de l'échantillon n'est pas le fruit du hasard de l'échantillonnage, qu'elle existe vraisemblablement au niveau de toute la population. Et bien, pour ce faire, il faut procéder au test du qui carré, donc qui permet effectivement de déterminer si la relation est statistiquement significative au niveau de toute la population. Alors, on va y aller, on va procéder au test du qui carré. Pour ce faire, la procédure est la même que celle de l'analyse tabulaire bivariée, puisque le qui carré, c'est une forme d'approfondissement de l'analyse des tableaux. Donc, on va suivre la même procédure. Analyse, statistique descriptive, tableau croisé. Alors, on a déjà la variable dépendante sous ligne, la variable indépendante sous colonne, c'est parfait. On va cliquer sur statistique pour signifier au logiciel qu'en fait nous voulons le qui carré ou qui 2, que nous voulons également calculer les mesures d'association qui sont associées au qui carré, en particulier le Wertkrömer, étant entendu que c'est une mesure d'association qui est utilisée lorsqu'au moins une des deux variables est nominale, ce qui est le cas, étant entendu qu'on pourrait aussi considérer ces deux variables dichotomiques comme étant des variables aussi ordinales, parce qu'effectivement, lorsque qu'on travaille sur deux variables qualitatives dichotomiques, eh bien, on peut les traiter comme étant
des variables ordinales, de telle sorte qu'on peut aussi calculer le gamma. Donc on va calculer à la fois le Wertheimer et le gamma. Alors on va cliquer sur poursuivre. Ensuite, on va cliquer à nouveau sur cellule. Peut-être décocher colonne, peut-être qu'on n'en a pas besoin, le calcul des pourcentages. Par contre, on a besoin de sortir les fréquences attendues sur l'hypothèse nulle, autrement dit les fréquences théoriques, précisément les fréquences s'il n'y avait pas de relation. Alors on va cliquer sur fréquences attendues. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'équipe carré consiste simplement à ajuster les fréquences observées par rapport aux fréquences attendues sur l'hypothèse nulle. Étant entendu que plus l'écart est important, plus effectivement l'équipe carré sera grand et plus les chances d'observer une relation augmentent en conséquence. Donc on va cliquer sur attendu et cliquer sur poursuivre. Je pense que c'est tout. On peut y aller en cliquant sur OK ou bien même générer la syntaxe. On va générer la syntaxe en cliquant sur OK, sur coller. Alors, au nom de générer la syntaxe, ensuite on peut la sélectionner et cliquer sur le triangle vert de façon à voir apparaître le tableau bivarié avec le test du carré ainsi que les motifs d'association. Alors on va se concentrer sur ce tableau, le tableau bivarié. Alors on voit qu'il y a les effectifs, c'est-à-dire les fréquences observées, et les effectifs théoriques, c'est-à-dire les fréquences théoriques ou attendues. Alors on en a parlé la semaine passée. Lorsqu'on utilise le carré, il faut s'assurer qu'aucune cellule ne comporte une fréquence théorique inférieure à 5. Donc c'est une condition importante d'application du test du carré. Et donc on va vérifier s'il y a une cellule qui comporte une fréquence théorique inférieure à 5. Apparemment ce n'est pas le cas. On a 27, 26, 75 et 62 comme fréquence théorique. Donc cette condition d'application du carré est respectée, à l'effet qu'aucune cellule ne comporte une fréquence théorique inférieure à 5. Alors l'autre condition, peut-être non négligeable, c'est la taille de l'échantillon. Ici, elle est pas mal importante, et le caractère aléatoire de l'échantillonnage. Donc des conditions qui sont respectées. Et par conséquent, le test du carré s'applique bel et bien dans ce cas-ci. Alors, on va analyser les résultats du test du carré. À travers les résultats de ce tableau, on observe un carré calculé de 6,62, qui symbolise un peu l'écart entre les fréquences observées et les fréquences théoriques ou attendues sur l'hypothèse nulle. On a l'impression effectivement que cette valeur est assez éloignée par rapport à 0 pour attester de l'existence d'une relation. Mais il faut nous assurer effectivement que cette valeur est significativement différente de 0. Et bien pour ce faire, il faut comparer le carré calculé au carré critique. Du moins, c'est une première façon de faire. Étant entendu que pour trouver la valeur critique du carré, nous avons besoin de connaître deux paramètres. Le degré de liberté, donc qui est donné ici, donc qui est de 1. Donc c'est le nombre de rangées moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1. Ça donne 1. Donc 2 moins 1 multiplié par 2 moins 1, ça donne 1. De toute façon, tout tableau de 2 par 2 a comme degré de liberté 1. Alors, deuxième paramètre, c'est le seuil de signification. Alors, on peut se donner un risque d'erreur de 5%. Précisément, un seuil de signification de 0,05. Alors, connaissant les deux paramètres, on peut aller chercher la valeur critique sur la table de la description d'échantillonnage du carré. Alors, on va aller chercher sur la table du carré. Donc, voilà comment se présente la table du carré. Vous pouvez vous-même la sortir, la construire en appliquant simplement cette formule. Donc, on a le seuil de signification 0,05 et pour 1 degré de liberté, il nous faut minimalement 3,84. Donc, 3,84, c'est la valeur critique. Autrement dit, c'est le carré minimal nécessaire au rejet de l'hypothèse nulle. Donc, pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle d'une absence de relation, donc une absence de différence entre gars et filles, il faut obtenir un carré calculé minimal de 3,84.
Alors, si on retourne à ce document, on voit bien qu'effectivement, au seuil critique 0.05, il faut minimalement 3.84. En l'occurrence, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, sous l'hypothèse nulle, s'il n'y avait pas de relation, il y a 95% de chances que le qui carré soit compris entre 0 et 3.84, sous l'hypothèse nulle, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de relation. Précisément la zone d'acceptation de l'hypothèse nulle. Donc la question qu'on se pose maintenant est de savoir où se situe notre qui carré calculé à nous. Est-ce que notre qui carré calculé se situe à l'intérieur de la zone de nullité de la relation ou à l'extérieur de la zone de nullité? En l'occurrence, c'est assez clair que la valeur calculée 6.6 se situe dans la zone de rejet de l'hypothèse nulle. La valeur 6.6 est très éloignée par rapport à 0, qui symbolise la nullité de la relation. Donc la valeur calculée étant plus grande que la valeur critique, au seuil 0.01 avec 0.05 avec 1 degré de liberté, nous sommes obligés de rejeter l'hypothèse nulle et d'accepter l'hypothèse alternative à l'effet qu'il y a une relation statistiquement significative entre le sexe et la délinquance au niveau de toute la population québécoise étudiée. Du moins, on est sûr au moins à 95%. Alors ça, c'est la première procédure pour décider d'accepter ou non l'hypothèse nulle. Alors, une deuxième procédure, c'est d'utiliser les probabilités. En l'occurrence, le petit p est égal à 0.01. Autrement dit, si nous rejetons l'hypothèse nulle, le risque d'erreur serait seulement de 1%. Eh bien, autant rejeter l'hypothèse nulle. Autrement dit, la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est faible, puisqu'elle est de 0.01, en tout cas inférieure au risque d'erreur maximal 0.05. Par conséquent, effectivement, nous pouvons se permettre de rejeter l'hypothèse nulle. Et même, on est sûr à 99% que la relation existe au niveau de la population. Donc, voilà un peu, assez rapidement, comment interpréter les résultats du qui carré. Donc l'idée c'est de lire tout simplement les résultats de la première ligne. Donc soit on compare le qui carré calculé au qui carré critique et s'assurer que le qui carré calculé soit plus grand que le qui carré critique pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, soit on compare la probabilité calculée par SPSS à la probabilité critique, autrement dit au risque d'erreur maximal. Alors, les sorties d'SPSS inclut en fait d'autres tests. En l'occurrence, nous avons la correction pour la continuité, donc qui est une forme de test qui permet de corriger un peu le qui carré dans le cadre d'un tableau de 2 par 2, et en particulier lorsqu'on est en présence au moins d'une cellule qui présente des fréquences théoriques inférieures à 5. Donc c'est une façon un peu de modifier le qui carré, d'ajuster le qui carré pour tenir compte effectivement du fait qu'il y ait effectivement des fréquences théoriques inférieures à 5. Mais c'est un test qui n'est vraiment pas utilisé, la correction pour continuité. Alors on peut l'ignorer. Alors on a aussi le rapport de vraisemblance qui est très similaire au qui carré, en particulier lorsque la taille de l'échantillon est grande, mais généralement le rapport de vraisemblance est utilisé en analyse statistique avancée, en particulier lorsqu'on veut comparer deux modèles, notamment nestés. Alors nous verrons effectivement, lorsque nous aborderons les analyses statistiques avancées, comment utiliser le rapport de vraisemblance de façon à comparer des modèles. Alors à ce niveau, on n'en a pas vraiment besoin. Alors on a le test exact de Fisher, donc, qui est souvent utilisé lorsqu'on constate qu'une cellule au moins présente des fréquences théoriques inférieures à 5. Parce que généralement, lorsque les fréquences théoriques sont faibles, eh bien, elles contribuent à obtenir un qui carré instable. Alors, une façon effectivement de faire face à cette limite, c'est d'utiliser le test exact de Fisher, en particulier dans le cadre d'un tableau de 2 par 2. Donc, c'est le test le plus fréquemment utilisé lorsque la condition que les fréquences théoriques soient supérieures ou égales à 5 n'est pas respectée. On utilise le test exact de
fichier. Et bien finalement, association linéaire par linéaire, ben, une sorte de mesure d'association utilisée lorsqu'on a des variables ordinales. Alors sauf que c'est une mesure qui est très difficile à interpréter puisque sa valeur dépasse largement 1. Alors très difficile à interpréter. Là aussi, c'est pas une mesure qu'on utilise. Mais voilà comment analyser assez rapidement les résultats du test du carré. Et donc, de manière générale, d'après le test du carré, il y a une relation statistiquement significative entre le sexe et la délinquance. Autrement dit, les différences entre gars et filles quant au comportement délinquant est statistiquement significative. Cette différence, elle est statistiquement significative. Maintenant, la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que la relation est réellement importante? Autrement dit, quelle est la signification réelle de la relation? Est-ce que la relation est forte, modérée ou faible? Eh bien, pour y répondre, on utilise des mesures d'association. En l'occurrence, le Vedcremer, qui est approprié ici, puisque nous sommes en présence de deux variables nominales, strictement parlant, on s'entend. Donc, le Vedcremer ici est de 0,18. Eh bien, nous sommes en présence d'une relation, disons, faible à modérée. Une relation faible à modérée, ou une relation faible, si vous préférez. Si on se base en particulier sur la règle d'interprétation fournie par Imbo. Évidemment, puisque le Vedcremer est calculé à partir du qui carré, si le qui carré est statistiquement significatif, eh bien le Vedcremer l'est également. On aurait pu aussi utiliser le gamma lorsqu'on traite en particulier les deux variables dichotomiques comme étant des variables ordinales. On peut utiliser le gamma ici qui est de 0,398. Autant dire que nous sommes en présence d'une relation faible à modérée, étant entendu que les valeurs du gamma ne s'interprètent pas de la même façon. Parce que le gamma, effectivement, donne un coefficient plus important que, par exemple, le Vedcremer. Donc, l'interprétation des différences est beaucoup plus exigeante dans le cas du gamma. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, nous sommes en présence d'une relation faible à modérée. Il est possible d'approfondir l'analyse de la relation entre le sexe et la délinquance en impliquant une autre variable indépendante. En l'occurrence, il est possible que la relation entre le sexe et la délinquance soit modérée, spécifiée par le type de famille. En l'occurrence, les différences entre gars et filles peuvent surtout apparaître lorsque nous sommes en présence d'une famille monoparentale ou recomposée. Alors que dans le cas d'une famille de type intact, il est tout à fait plausible que les différences entre gars et filles ne soient pas mises en évidence quant à la présence d'un comportement délinquant. Eh bien, nous sommes en présence d'un modèle de causalité interactive. Eh bien, on peut mettre en pratique ce modèle à l'aide de l'analyse tabulaire multivariée en introduisant tout simplement une variable contrôle qualitative dans un tableau bivarié. Alors, on va y aller, mais avant, on va saisir la syntaxe et spécifier qu'on veut l'analyse tabulaire multivariée de la relation entre le sexe et la délinquance contrôlant le type de famille. Parfait. Alors on va y aller, on va procéder à l'analyse tabulaire multivariée en introduisant une troisième variable, le type de famille. Alors on y va. Donc je vais cliquer sur le menu analyse. Donc analyse, statistiques descriptives, donc je reprends la même procédure finalement, et tableau croisé. Alors on a nos deux variables clés, on va juste introduire une troisième variable, famille, sous couche, étant entendu qu'on peut introduire d'autres variables contrôle. Alors on va juste simplifier en introduisant une seule variable contrôle. Alors, cellule, on va peut-être remettre les pourcentages et enlever
la fréquence attendue. Donc, on va calculer les pourcentages à l'intérieur des catégories de la variable indépendante pour chaque catégorie de la variable contrôle. Poursuivre. Statistique, le qui 2, le Velcromer, gamma, c'est correct. Format, alors de façon décroissante pour les catégories de la VD, alors tout a l'air correct. Alors on peut peut-être générer la syntaxe avant de l'exécuter. On va retourner au fichier de syntaxe. Alors on va sélectionner la syntaxe et l'exécuter en cliquant sur le triangle vert de façon à voir apparaître le tableau multivarié. Donc voilà un peu comment se présente le tableau multivarié de la relation entre le sexe et la délinquance, contrôlant pour l'effet du type de famille. Donc il s'agit d'un tableau multivarié qui comporte plusieurs sections. Alors vous avez la première section, donc qui représente un peu la relation entre le sexe et la délinquance pour le niveau famille intacte, ce qu'on appelle un tableau partiel. Donc vous avez un tableau partiel, étant entendu que ce tableau partiel représente la relation au niveau de la catégorie famille intacte. On a aussi un deuxième tableau partiel qui représente la relation entre le sexe et la délinquance au niveau de la catégorie monoparentale recomposée, et finalement une troisième section qui reproduit un peu la relation entre les deux variables initialement. Donc c'est un peu le tableau d'ordre 0 si vous voulez. Alors on va analyser ces résultats assez rapidement ensemble et donc s'intéresser à la première section du tableau multivarié. Donc en l'occurrence, on est au niveau de la famille intacte. Donc lorsqu'effectivement la famille est intacte, donc les deux parents sont présents, qu'en est-il de la relation entre le sexe et la délinquance? Alors ça c'est clair qu'on a une différence de 2 points en pourcentage, puisque 16% des gars effectivement présentent un comportement délinquant comparativement à 13,5% des filles. Donc la différence en point de pourcentage étant inférieure à 2, c'est assez clair qu'il n'y a pas de différence entre gars et filles lorsqu'effectivement les enfants appartiennent à une famille intacte. C'est comme si effectivement le fait d'avoir ses parents dans la maison, effectivement mariés ensemble, est un facteur de protection par rapport aux différences entre gars et filles quant à la présence d'un comportement délinquant. Qu'en est-il maintenant de cette même relation, mais lorsque on est en présence d'une famille de type monoparental ou recomposée? Alors on va lire les résultats de la deuxième section. Donc les résultats du tableau partiel 2. Donc on a 49% des gars qui présentent un comportement délinquant comparativement à 24% des filles. On a une différence en point de pourcentage de 25 environ, lorsque effectivement les enfants appartiennent à une famille de type monoparental ou recomposée. Alors là, c'est assez clair qu'il semble y avoir une différence assez importante. En l'occurrence, la différence en point de pourcentage atteste que nous sommes en présence d'une relation modérée, peut-être même modérée à forte. Alors, on va lire maintenant la troisième section du tableau multivarié. Alors, cette troisième section nous permet de retrouver un peu la relation d'ordre 0 entre le sexe et la délinquance. Autrement dit, la relation qu'on avait effectivement analysée tout à l'heure dans le cas du tableau bivarié. Donc, nous retrouvons les 35% des gars qui présentent un comportement délinquant comparativement à 19% des filles. Donc, c'est vraiment la relation de départ, initiale. Donc, c'est le tableau d'ordre 0, si vous préférez. Autrement dit, peu importe le type de famille, eh bien, c'est la relation entre le sexe et la délinquance que nous retrouvons ici au niveau de la troisième section du tableau multivarié. Et donc, de manière générale, pour récapituler, on constate qu'il semble y avoir une différence entre gars et filles, mais seulement lorsque les enfants appartiennent à une famille de type monoparental ou recomposée.
Reste maintenant à savoir si effectivement cette différence est statistiquement significative au niveau de la population. Eh bien, pour ce faire, il faut procéder au test du qui carré. Donc, on va y aller en s'intéressant au deuxième tableau, celui du test du qui carré. Alors, j'ai cliqué 2 fois là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que la différence entre gars et filles n'est pas statistiquement significative dans le cas d'une famille intacte. Qu'en est-il maintenant lorsqu'on est en présence d'une famille de type monoparental ou recomposée? Eh bien, le qui carré tombe à 7,06. Étant entendu qu'il faut minimalement un qui carré de 3,424, aussi 0,05 avec 1 degré de liberté, eh bien, c'est assez clair que le qui carré calculé excède le qui carré critique. En l'occurrence, lorsque nous rejetons l'hypothèse nulle, nous avons seulement 0,8% de chance de nous tromper. Eh bien, autant rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative à l'effet qu'il y a une différence entre gars et filles quant à la présence d'un comportement délinquant, en particulier lorsqu'on est en présence d'une famille de type monoparental ou recomposée. Alors, on va poursuivre et s'intéresser à la troisième section. Bien, là aussi, on retrouve les résultats du qui carré de départ. Donc, c'est un peu le qui carré de la relation d'ordre 0. Donc, on avait 6,6 et c'était significatif au moins à 99,9%. Mais l'information la plus importante, donc la plus pertinente, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre gars et filles quant à la présence d'un comportement délinquant lorsqu'effectivement les enfants appartiennent à une famille monoparentale ou recomposée. Étant entendu que lorsque la famille est intacte, eh bien, les différences entre gars et filles n'apparaissent pas sur la présence d'un comportement délinquant. Reste maintenant à savoir si la relation qui est statistiquement significative s'avère aussi réellement significative. Alors, on va s'intéresser aux mesures d'association. Alors, on va y aller. Alors, pour la relation entre le sexe et la délinquance, nous savons dans tous les cas que la relation n'est pas significative pour une famille intacte. Donc, l'interprétation des mesures d'association n'a pas de sens. Mais dans tous les cas, on voit que le V-de est de 0,04, ce qui est vraiment très faible. C'est assez évident qu'il n'y a pas de relation entre le sexe et la délinquance. Lorsque la famille est intacte, le gamma est de seulement 0,11. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout le deuxième tableau, qui effectivement atteste que la relation entre le sexe et la délinquance est modérée, modérée même à forte, puisque le V-de est 2,26 dans le cas d'une famille monoparentale recomposée, alors que le gamma augmente jusqu'à 0,51. Donc c'est assez clair que la relation est modérée à forte entre le sexe et la délinquance dans le cas d'une famille monoparentale ou recomposée. Eh bien, la dernière section nous présente un peu les résultats du Velcremer de la relation d'ordre 0, le gamma de la relation d'ordre 0, c'est-à-dire la relation de départ, mais la nouvelle information, c'est surtout le gamma partiel. Alors, on l'a vu assez rapidement la semaine passée, le gamma partiel se calcule un peu comme le gamma. À la seule différence qu'il s'agit de calculer le gamma à partir de 2 tableaux partiels. Donc, c'est un peu le gamma d'un tableau multivarié. Dans le cas du modèle de causalité interactive, le gamma partiel n'est pas très intéressant. Il est surtout intéressant lorsqu'on met en pratique la causalité fallacieuse ou explication ou la causalité indirecte ou médiation. Pourquoi? Parce que l'idée est de savoir, lorsqu'on introduit une variable antécédente ou intermédiaire dans une relation, est-ce que la relation de départ s'annule ou persiste? C'est ça l'enjeu avec ces structures de causalité. De telle sorte qu'effectivement, lorsque le gamma partiel est plus faible que le gamma de la relation d'ordre 0, autrement dit la relation de départ, eh bien, on va conclure à l'existence d'une relation
fallacieuse ou d'une médiation selon que la variable contrôle est antécédente ou intermédiaire. Et par conséquent, le gamma partiel est surtout intéressant lorsqu'il s'agit de procéder à un diagnostic causal associé au modèle de relation fallacieuse ou au modèle de médiation. Mais dans le cas d'un modèle de modération, autrement dit de causalité interactive, il est peu d'intérêt. Donc voilà un peu assez rapidement comment procéder à l'analyse tabulaire multivariée. Alors, peut-être finalement en venir à la façon de présenter les résultats, ce que vous aurez à faire en particulier dans le cadre du TP1. Donc voilà un modèle de présentation d'un tableau multivarié, donc qui inclut les deux tableaux partiels. Étant entendu qu'à l'intérieur, je présente à la fois les fréquences et les pourcentages. On aurait pu aussi présenter seulement les pourcentages, mais dans tous les cas, il faut toujours spécifier les nombres de cas sur lesquels reposent ces pourcentages. Moi, je préfère toujours mettre du contexte en présentant les pourcentages et les fréquences. Alors, vous pouvez suivre ce modèle dans le cas du TP1 ou bien un autre modèle vu dans un article en particulier. Mais ce modèle correspond aux normes APA. Donc, c'est un tableau qui peut être facilement publié dans des revues scientifiques. Alors, on peut présenter les résultats aussi sous forme schématique. Donc, on a le schéma initial donc de la relation d'ordre 0 entre sexe et délinquance et le schéma causal qui présente la relation à l'intérieur de chaque catégorie de la variable contrôle qui est le type de famille. En l'occurrence, c'est assez clair que le diagnostic causal, c'est modération. Ou si vous voulez, spécification. Donc, nous sommes en présence de la spécification. Autrement dit, le type de famille spécifie la relation entre le sexe et la délinquance. En l'occurrence, la relation est même amplifiée lorsque nous sommes en présence d'une famille de type monoparental ou recomposée. Étant entendu qu'au départ, le V de Clément était de 0.18, lorsqu'on inclut la famille, le V de Clément augmente jusqu'à 0.26 lorsque la famille est de type monoparental recomposé. Alors que pour une famille intacte, la relation disparaît tout naturellement. Donc la relation est amplifiée lorsque nous sommes en présence d'une famille monoparentale et elle disparaît complètement pour une famille intacte. Mais voilà, pour ce qui est de la première partie, de la première section du Labo Web